Saviez-vous que 80% des adolescents seraient incapables de repérer une fausse nouvelle? Du moins d'après une expérience de l'Université Stanford en 2016. Et dans une autre étude, en 2018, on nous apprenait que les fausses informations avaient 70% plus de chances que les vraies d'être retweetées en série. Alors bonjour et bienvenue à cette formation sur la lutte à la désinformation sur le coronavirus en notre époque de semi-confinement. Comme tout le monde, ces derniers mois, vous avez beaucoup lu sur le virus. Comme tout le monde, vous avez parfois été mêlé. Vous avez peut-être eu l'impression que les nouvelles se contredisaient, que les scientifiques se contredisaient. Et parfois, c'est le cas. C'est normal. Les plus grands experts en maladies infectieuses ont appris du neuf à chaque semaine et ils vont continuer d'apprendre du neuf sur le coronavirus pendant des années encore. Mais parfois, ce ne sont pas les experts ou les politiciens qui se contredisent. Ce sont les sources d'information que nous utilisons. Comment donc repérer les sources d'informations qui sont plus fiables? Imaginons qu'un YouTuber ou un chroniqueur dans un journal dise exactement ce que moi, je veux entendre. Comment éviter alors de tomber dans le piège d'y croire juste parce que, ah, lui, il pense ce que je pense? Je suis journaliste pour l'agence Science Presse, un média qui existe depuis 42 ans. Nous avons créé en 2016 une nouvelle rubrique appelée le détecteur de rumeurs, qui a pour mandat de vérifier les rumeurs ou les fausses nouvelles autour des sciences. Eh bien, inutile de dire qu'on n'avait pas imaginé que quelques années plus tard, on se retrouverait devant un virus qui déclencherait à son tour une épidémie de fausses nouvelles. C'est sur la base de cette expérience acquise ces derniers mois et ces dernières années que le détecteur de rumeurs vous offre ce rapide cours en ligne. Et en fait, une des premières choses qu'on a apprises, c'est qu'avant même de se lancer dans un long travail de vérification, il faut toujours prévenir nos proches d'en revenir aux trucs de base pour réduire la quantité de fausses nouvelles en circulation, même quand c'est une information scientifique. Et le premier truc, il est tout bête, s'il vous plaît, ne partagez plus jamais quelque chose que vous n'avez pas lu. Une étude en 2018 nous disait que plus de la moitié des liens partagés sur les réseaux sociaux avaient été partagés par des gens qui ne les avaient même pas lus. Et dans l'eau, il y a des fausses nouvelles, et c'est comme ça qu'elles sont disséminées par des milliers, sinon des millions de personnes. Le titre est frappant, la photo choque, et hop, on partage. Donc, règle de civisme de l'ère numérique numéro 1, à répéter à tout le monde dans votre entourage, lisez avant de partager. Écoutez une vidéo avant de la partager. Et règle de civisme numéro 2, on vérifie la source. On se demande qui a publié ça. Vous êtes par exemple sur un site que vous ne connaissez pas, eh bien vous cherchez le bouton à propos de nous, ou bien qui sommes-nous, ou bien vous écoutez un YouTuber, eh bien vous cliquez sur son nom. Ça va vous donner une idée, une liste des autres vidéos déjà diffusées. Imaginez qu'il s'agisse d'un YouTuber que vous avez trouvé convaincant quand il vous dit que les autorités nous cachent des choses sur le coronavirus, et que vous découvrez qu'il a publié d'autres vidéos sur les autorités qui nous cachent la vérité sur les soucoupes volantes et sur les autorités qui nous cachent la vérité sur les missions Apollo sur la Lune, c'est suspect. Si vous êtes plutôt sur un site qui semble spécialisé en santé et qu'en allant sur leur page d'accueil, vous vous rendiez compte que beaucoup de leurs nouvelles tournent autour de traitements miraculeux, c'est suspect. Et quand on a un doute sur une information qui dépasse nos connaissances, eh bien, on peut aussi prendre le temps de vérifier si une deuxième source a parlé du même sujet. Bref, on cherche une autre source. Et un dernier détail, n'oubliez pas de regarder la date. Une nouvelle semble dramatique et puis, oups, on s'aperçoit qu'elle date de plusieurs mois. Dans le cas du coronavirus, c'est une éternité. L'agence Science Presse et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec ont conçu en 2018 cette formation appelée 30 secondes avant d'y croire. Formation donnée par des journalistes qui vont dans des écoles secondaires pour apprendre aux étudiants quelques trucs, comme ceux-là, pour éviter de partager une fausse nouvelle. Et le message de base, c'est tout bête. Avant de partager quelque chose qui vous choque, prenez 30 secondes pour vérifier. Je ne prétends pas que tout ça va vous permettre de repérer des fausses nouvelles à tous les coups, ce serait trop facile, mais ça va permettre de contribuer à un grand ménage dans l'information qui arrive sur nos réseaux sociaux à nous tous, de balayer les sources les moins crédibles et les informations les plus douteuses.
Jean-François Clich, Valérie Borde, Bouchra Ouattake, Jeff Yates, ce sont des journalistes québécois qui, eux aussi, pendant la pandémie, ont vérifié les fausses nouvelles et ont été confrontés, comme nous, à des lecteurs qui partageaient toutes sortes de choses douteuses et qui, souvent, quand on leur disait que c'était faux, étaient offusqués, pour ne pas dire hostiles. Je dirais que ce que j'ai retenu, une chose qui m'a vraiment frappé pendant cette pandémie-là, c'est que du point de vue des dommages qui sont faits à l'information publique, euh, on pourrait les regrouper Il y en a comme deux catégories différentes qui sont ressorties, je pense. Une première dont on parle quand même beaucoup, c'est les fake news qui sont très spectaculaires, très sensationnelles, extrêmement fausses, évidemment. Je pense par exemple à l'idée que c'est la 5G qui transmet le coronavirus, ou encore que, évidemment, que Bill Gates est derrière le vaccin pour nous injecter des puces qui vont contrôler notre esprit. Bon, tu sais, des choses complètement pétées comme ça, là. Ça, évidemment, c'est spectaculaire. Les médias traditionnels en parlent quand même pas beaucoup. Peut-être un peu trop, c'est peut-être un peu disproportionné parce que je pense pas que ce sont les fake news les plus dangereuses, celles qui font le plus de dommages, pour la simple et bonne raison qu'elles sont tellement farfelues, c'est tellement évident que c'est faux, c'est tellement abracadabrant, qu'il n'y a à peu près personne, je pense, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas grand monde en tout cas, qui va y adhérer, qui va décider d'y croire. L'autre catégorie, elle est plus subtile et je pense plus insidieuse, plus dangereuse. Dans certains cas, ces fake news-là vont avoir une apparence de fondement factuel. Par exemple, l'idée que le coronavirus aurait été mis au point dans un laboratoire en Chine et aurait peut-être soit été libéré intentionnellement ou non, se serait échappé ou quelque chose comme ça. Les versions varient. Euh, Évidemment, c'est faux tout ce qu'on entend à ce sujet-là. Toutes les analyses génétiques montrent que non, c'est pas vraiment ça qui est arrivé. Euh, Tout pointe vers une origine naturelle, mais le fait est quand même qu'il y a effectivement un laboratoire de virologie extrêmement important à Wuhan, d'où est parti le virus. Ça peut donner une apparence de base factuelle, mais ce genre de choses-là, ça va faire que la fake news va vraiment persister dans le temps, elle va avoir la vie vraiment très dure. Ça va être vraiment difficile de la défaire, de convaincre un peu tout le monde là, qu'il n'y avait pas anguille sous roche. Un autre exemple que j'ai vu vraiment passer souvent et pendant très longtemps dans mon courrier électronique, c'est l'idée que la l'épidémie aurait été particulièrement sévère au Québec à cause des migrants illégaux qui passaient par le chemin Roxham. Quand on regarde ça, quand on regarde les faits, ça ne tient pas debout parce que des gens qui rentraient au Québec, des entrées au Québec, il y en avait, au moins jusqu'en mars, il y en avait quelque chose comme, je pense que c'était 25 000 par semaine ou quelque chose comme ça. Là, le chemin Roxham ou 25 000 par jour. Le chemin Roxham, c'était quelque chose comme 50, 60 migrants par jour ou par semaine. Ça, je me souviens pas de l'unité temporelle, là. Mais je veux dire, on ne parle pas du tout du même genre, du même ordre de grandeur, mais pas en tout. Donc, 20-25 000 personnes par jour qui rentrent au Québec, ça nous expose beaucoup plus à tous les virus qui viennent d'un peu partout du monde que une cinquantaine ou soixantaine de personnes qui passent par un chemin. En plus de ça, les 6 ou 7 premiers cas de COVID-19 au Québec ont été comme... On a on savait c'était qui, on a eu un peu des informations et c'était tous des gens qui revenaient de voyage, soit dans les Caraïbes, soit en Europe. Donc, encore une fois, l'idée que ce serait les migrants du chemin Roxham qui auraient parti ça, qui auraient empiré ça, ne tient pas à la route. Mais, apparence de base factuelle, c'est vrai que ces migrants-là se rendent à Montréal. C'est vrai que non seulement le Québec est l'épicentre canadien de la COVID-19, mais que Montréal l'est aussi. Donc, des gens sont tentés de faire des liens, même si ces liens-là, comme je viens de le dire, ne tiennent pas la route. Il y a des gens qui sont tentés de faire ces liens-là. Donc, ça, c'est la deuxième sorte de fake news qui, je pense, et moi, c'est
une leçon que je tire de cette pandémie-là, ce genre de fake news-là est beaucoup plus dur à combattre que la première, qui est plus spectaculaire parce qu'on se dit, mon Dieu, mais comment est-ce que des gens peuvent faire pour croire ça? La deuxième, comme j'ai dit, la première sorte, je ne pense pas qu'elle fasse beaucoup de dommages. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient. Les gens qui sont peut-être un peu sur la clôture, c'est tellement farfelu que les gens qui sont peut-être un peu sur la clôture vont être plus faciles à convaincre. Mais la deuxième sorte, elle qui est moins flyée et qui semble parfois avoir des assises factuelles, elle est beaucoup plus difficile à combattre. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on s'entende sur qu'est-ce que c'est qu'une fausse nouvelle. Ce que c'est facile. Mensonge, erreur de bonne foi, exagération, canular. Mais une fausse nouvelle, ce n'est jamais une opinion avec laquelle vous êtes en désaccord. Et les études nous démontrent que ce n'est pas évident. Seulement 12% des Canadiens peuvent distinguer sans faute les faits de l'opinion, selon un sondage mené par Ipsos en 2018. Seulement 26% des Américains pouvaient identifier sans faute des déclarations factuelles à l'intérieur de textes de nouvelles, selon une enquête en 2018. Par exemple, si vous êtes convaincu que la chloroquine guérit le coronavirus, c'est une opinion. Si vous dites que Didier Raoult a publié une étude qui arrive à des résultats favorables, c'est un fait. L'étude existe, les résultats sont favorables. Mais si vous dites que cette étude est la preuve définitive comme quoi la chloroquine guérit le coronavirus, c'est une affirmation qui est fausse, parce qu'il y a d'autres études qui sont arrivées à des résultats différents. Et en disant ça, mon but n'est pas de vous convaincre d'abandonner votre opinion sur ce médicament. Mon but est juste que, peu importe qu'on soit pro-chloroquine ou anti-chloroquine, on peut au moins s'entendre sur une série de faits de base. Par exemple, que la preuve est encore incomplète, ou que la première étude était faible, ou bien qu'il y a d'autres études qui méritent elles aussi notre attention. Autrement dit, sur n'importe quel sujet, on devrait être capable de regarder objectivement la situation et de dire telle chose relève de l'opinion, telle autre chose relève du factuel. Prenons l'exemple de la 5G. C'est un sujet qui a donné naissance à une collection impressionnante de théories du complot. Et pourtant, toutes ne peuvent pas être 100% fausses. Ça veut donc dire que si vous avez dans votre entourage une personne qui y croit, si vous voulez dialoguer, la stratégie ne peut pas être juste de dire « ceci est une théorie du complot, passons à autre chose ». Une des leçons qu'on a apprises avec le détecteur de rumeurs, c'est qu'il faut le plus souvent possible découper un sujet en petits morceaux. Et un de ces petits morceaux avec la 5G, c'est la géographie. Des gens ont prétendu que le coronavirus était surtout répandu là où il y a des réseaux 5G. Eh bien ça, on peut facilement démontrer que c'est faux, qu'il n'y a aucune corrélation entre les régions où le virus s'est propagé et les régions où il y a de la 5G. L'idée donc ici encore n'est pas de convaincre votre ami d'abandonner sa croyance sur Bill Gates ou sur les micropuces. L'idée est que vous pouvez vous entendre tous les deux sur le fait que cette affirmation-là, et seulement elle, elle est fausse. Vous venez de créer un consensus, et c'est souvent à partir de consensus qu'on peut commencer à construire un dialogue. Mais à l'inverse, s'il n'y a aucun consensus possible, eh bien, on reste chacun enfermé dans nos bulles et on ne se parle plus. Vous voyez, on commet souvent l'erreur de croire que pour vérifier les nouvelles en sciences, il faut avoir un doctorat en quelque chose. Il faut savoir déchiffrer le jargon. Or, c'est faux. Dans la plupart des cas, à la base, il y a des choses que n'importe qui parmi vous peut repérer. Et une de ces choses, c'est tout bêtement, ce que vient de me dire le scientifique, c'est un fait ou c'est une opinion? Nous avons produit une fiche là-dessus pendant la pandémie. Et une des choses que nous y disons, c'est que une opinion, ça ne peut pas être vérifié. Un fait, ça peut être vérifié. Maintenant, au-delà de cette généralité-là, il y a tout de même un concept qui est unique à la science et qu'on a intérêt à connaître. C'est la publication. Un scientifique, pour être pris au sérieux, ça doit communiquer ses résultats. Ça doit publier des études. Parce que dès que c'est publié, ça veut dire qu'un autre expert du domaine va lire l'étude, va décortiquer les données et va peut-être à son tour publier pour dire que le premier chercheur avait tort ou bien qu'il avait raison sur tel et tel point, mais pas sur tel et tel autre. On appelle souvent ça le processus de révision par les pairs.
Et ça a beaucoup plus de valeur que le chercheur qui dirait juste à un journaliste, à mon avis, il est arrivé telle chose. Parce que si la première étude est solide, ben, à un moment donné, vous allez avoir une deuxième étude qui va arriver aux mêmes conclusions. Et à un moment donné, 3 études ou 10 études ou 50 études, si elles arrivent toutes aux mêmes conclusions, vous avez du factuel, pas juste de l'opinion. Donc, chaque fois que vous lisez un reportage ou écoutez une vidéo qui dit «selon un chercheur», ben, vous devez vous demander, est-ce qu'on nomme d'abord ce chercheur-là? Et puis ensuite, est-ce qu'on cite une étude ou des études qu'il a publiées sur le sujet? Ça aussi, ça fait donc partie des astuces de base qu'on essaie d'enseigner aux détecteurs de rumeurs en herbe parmi vous. Et tant qu'à être rendu là, vous pouvez franchir un pas de plus et vous demander de quel type d'études s'agit-il? C'est parce que toutes les études n'ont pas la même valeur. Est-ce que le médicament a été testé sur des humains ou sur des souris? Sur 50 personnes ou sur 5000? Est-ce que c'est une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse de plusieurs études sur le sujet? Et vous aurez compris que se poser ces questions-là, c'est pas important juste en temps de pandémie. Vous pourriez dire que juste 24 heures dans une journée et que peu de gens ont le temps de faire toutes ces vérifications. C'est vrai. C'est aussi pour ça qu'il existe des médias qui font ce travail de vérification, pour que vous ne perdiez pas un temps précieux. Mais au moins, si vous pouviez prendre conscience que ces trucs-là existent, que ces critères-là existent, ben ça va vous permettre, la prochaine fois que vous écouterez un YouTuber qui semble convaincant et qui cite des chercheurs, ça va vous permettre de vous poser des questions comme: ont-ils publié des résultats? Leurs résultats ont-ils été confirmés par d'autres études? Si on vous dit juste que c'est un scientifique prestigieux, ça n'a pas une grande valeur comme argument. Nous avons une collègue journaliste qui, au plus fort de la pandémie, a exclusivement répondu aux questions du public. On l'écoute nous raconter ce qu'elle a appris de cette expérience. Avec des collègues de Québec Science et du Soleil et le soutien du scientifique en chef, on a entrepris de répondre aux questions du public sur la COVID-19 au début de la pandémie. On a reçu des centaines de questions qui m'ont permis de comprendre un petit peu mieux peut-être les attentes du public en matière d'information autour de cette pandémie. La première chose que j'ai réalisée, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens veulent comprendre la science, mais surtout pour savoir quoi faire, hein. Et à ce moment-là, il faut qu'on arrive à expliquer au public ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, mais surtout comment ça sert, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut mettre en application les connaissances scientifiques au fur et à mesure qu'elles émergent et surtout les connaissances déjà acquises pour mieux dicter nos comportements. On a reçu aussi beaucoup de questions de gens qui voulaient aider, hein, donc en proposant des solutions que souvent les gens voulaient valider, donc que ce soit pense avoir découvert une technique pour réutiliser les masques d'hôpitaux. Je pense que tel ou tel produit naturel pourrait aider à prévenir. Donc c'est vraiment dans ce cas-là, il y a vraiment une certaine bonne volonté des gens qui veulent aider, mais qui ont, évidemment n'ont pas toujours les connaissances nécessaires pour valider l'information. Ce qui amène au point suivant, qui est l'énorme besoin de se repérer. Donc aussi bien de valider les informations lues ailleurs, hein. Alors on sait qu'avec la désinformation, il y a eu un énorme volume d'informations non contrôlées, non validées qui ont circulé. On a reçu beaucoup d'appels à l'aide pour valider ces informations, mais aussi se repérer dans les consignes, y compris les consignes du gouvernement et y compris parmi des professionnels de santé, où on sentait que l'accès à l'information n'était pas si évident que ça, malgré les conférences de presse quotidiennes, malgré les sites web du gouvernement, il y avait quand même un certain nombre d'informations qui étaient difficiles d'accès pour les professionnels et pour le public. Autre volonté, parmi les questions, valider le choix des autorités, hein. On a encore beaucoup compté sur les journalistes pour vérifier est-ce que les autorités font les bons choix, est-ce qu'on fait les tests comme il faut, au bon moment, au bon nombre, au bon endroit, est-ce qu'on donne les informations de la bonne manière. On sent qu'il y a une certaine méfiance toujours vis-à-vis du discours gouvernemental qui, certes, s'appuie en partie sur la science plus au Québec peut-être qu'à d'autres endroits dans le monde, mais qui reste quand même toujours teinté ou tout du moins soupçonné d'être teinté d'une certaine idéologie.
Et puis, dernier point, on a reçu des appels à l'aide de gens malades qui ne savaient pas à qui s'adresser, qui avaient peur d'aller à l'hôpital, avec des descriptions de symptômes, etc. Donc, évidemment, ben là, il s'agit de ne pas mélanger les genres, hein, on n'est pas des médecins, donc on s'est contenté de référer les personnes au bon endroit. Avant de vous laisser, un dernier mot sur la désinformation. Il faut toujours être humble quand on fait de la vérification de faits et se rappeler qu'on est tous susceptibles de tomber dans le piège. Ne jugez pas trop sévèrement votre ami ou votre parent qui partage des nouvelles que vous savez être fausses parce que ça peut vous arriver à vous aussi à cause de ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. C'est ça qui fait qu'on va avant tout lire ou écouter ce qui confirme nos croyances, nos opinions. Si ça touche une de nos cordes sensibles, notre cerveau veut y croire. Et Facebook et YouTube se sont révélés être des machines très efficaces pour nourrir les biais de confirmation. Plus on clique sur des vidéos qui confirment nos opinions sur la 5G ou sur la chloroquine, plus YouTube nous en suggère d'autres au détriment des opinions contraires. Même chose avec les moteurs de recherche. Et c'est encore plus fort si la fausse nouvelle a été partagée par une personne en qui on a confiance, un ami ou votre actrice préférée. Pour le spécialiste du cerveau de l'Université McGill, Daniel Levitin, notre cerveau est pratiquement programmé pour croire aux fausses nouvelles. Et c'est ça qui explique pourquoi il ne faut surtout pas conclure que quelqu'un est stupide quand il vous a partagé une fausse nouvelle. Il faut plutôt prendre conscience qu'on est tous à risque de tomber dans le piège et donc il faut être plus vigilant face à notre subjectivité, face à nos idées préconçues. Être vigilant quand une vidéo nous choque ou nous emballe, c'est un pas fondamental pour lutter contre la désinformation. Alors, profitez de cette vigilance à partir de maintenant pour faire quelques petites vérifications d'usage la prochaine fois que vous aurez envie de partager une nouvelle sur le coronavirus. Est-ce que ça vient d'un site fiable? Est-ce qu'il y a une étude qui est citée? Ou bien est-ce que c'est une opinion? Si vous avez aimé cette vidéo-ci, bien sûr, vous pouvez la partager maintenant que vous l'avez écoutée jusqu'au bout. Et puis, pourquoi pas ne pas en profiter pour nous écrire. Vos commentaires pourraient servir à une formation plus fouillée et plus élaborée. Et tant qu'à faire, eh bien, profitez-en pour suivre le détecteur de rumeurs et ainsi relayer à vos amis des trucs et astuces sur comment lutter contre les fausses nouvelles. Parce que les journalistes, eux, qui travaillent pour le détecteur de rumeurs, ils travaillent fort pour que l'info qui vous soit soumise soit appuyée sur des sources fiables et pour que ça vous aide à développer le réflexe de faire vous-même des vérifications la prochaine fois que vous serez confronté à une nouvelle qui vous semblera douteuse. Alors voilà, vous n'avez pas d'examen à passer au terme de ce cours, mais si vous contribuez à réduire la quantité de fausses nouvelles en circulation, vous avez passé le test.